Alors, on va reprendre cette demi-journée avec Amelia Oldfield. Alors, Amelia, vous avez travaillé pendant 40 ans comme musicothérapeute avec des enfants et leurs familles, pendant 25 ans sur la formation de musicothérapie à Anglia Ruskin University à Cambridge. Et vous avez pris votre retraite en 2019. Mais vous continuez de donner quelques cours et des supervisions cliniques comme professeur émérite dans cette université. Et Amélia enseigne régulièrement sur la formation de musicothérapie à l'université de Montpellier avec la réalisation de 4 projets de recherche en musicothérapie. Vous êtes titulaire d'un doctorat. Amélia a publié 8 livres, dont l'un a été traduit en français aux publications de l'Harmattan qui s'appelle la musicothérapie interactive. Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler de votre pratique clinique. Certains aspects de ce travail ont été particulièrement difficiles à perpétuer pendant les 2 années de la pandémie, mais vous allez nous expliquer ça. Merci. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci de toute la gentillesse autour de moi et tout le support. Et merci aux étudiants d'hier qui m'ont beaucoup inspiré. Ça a été un plaisir d'enseigner. D'accord, alors je vais parler aujourd'hui, passe au plan s'il vous plaît, de 3 cas très différents d'enfants en musicothérapie avec des extraits vidéo. Et juste pour vous dire que la musicothérapie a lieu dans un centre psychiatrique résidentiel pour des enfants et leurs familles. Et pour chaque cas, je vais réfléchir sur la créativité. Et j'ai réalisé ce matin, en écoutant le professeur Todd Libar, qu'il fallait que je précise. En fait, je me centre sur la créativité du thérapeute avant tout. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas conscient qu'il y a une créativité importante dans le jeu de l'enfant, mais c'est de l'optique du thérapeute que je parle aujourd'hui. Et ensuite, je vais finir par quelques réflexions sur les implications pour le musicothérapeute sur sa créativité. Alors, nous commençons tout de suite avec Laila. C'est une fille qui a 9 ans, qui a des troubles d'apprentissage. Elle comprend un peu et utilise quelques mots, mais on n'en entend pas beaucoup. Elle a un diagnostic d'autisme, elle a des mouvements répétitifs, elle n'aime pas les changements et elle est arrivée au centre très troublée avec beaucoup de hurlements et très agressive. Et elle n'a pas pu fréquenter d'école, a été exclue de toutes les écoles dans lesquelles les parents ont essayé de la mettre depuis que la famille est arrivée en Angleterre. En fait, c'était une famille qui était résidente au Canada, une famille d'origine indienne, mais qui était résidente au Canada, qui était venue s'installer en Angleterre. Et c'est ce voyage et ce changement qui ont complètement perturbé Laila. Et les parents disent qu'elle a toujours aimé la musique et qu'elle aime danser. Donc, je pense que peut-être la musicothérapie pourra aider. Les parents de Laila sont très engagés et motivés, mais ils arrivent en crise, ils ne savent plus quoi faire, ils sont complètement épuisés, parfois désespérés. Et donc, la famille est admise au centre psychiatrique. Alors, j'arrive au centre psychiatrique le mercredi et la famille avait été admise mardi. Et je vais à la réunion où c'est un handover meeting, une réunion où le personnel de nuit donne les informations au personnel du jour. Et tout le monde me dit « Ah, on t'attend avec impatience, on ne sait plus quoi faire avec Laila. On ne sait pas en fait si cette famille, on pourra la garder dans le centre parce que nous ne savons pas comment nous y prendre avec elle. » En fait, c'était une équipe soignante avec beaucoup d'expérience, mais ils n'avaient pas tellement d'expérience d'enfants à problème d'apprentissage et d'enfants avec lesquels ils ne pouvaient pas parler. Et la seule façon dont ils sont arrivés à contenir Laila, c'est en l'enveloppant dans une couverture ou en essayant de la tenir. Il n'y avait pas d'autre moyen, vraiment, ils n'arrivaient pas. À chaque fois qu'ils essayaient de s'approcher de Laila, elle était très agressive.
Donc, ils sont désespérés. Ils disent, oui, mais toi, Amélia et ta collègue, vous vous y connaissez avec les enfants avec des problèmes. Tu vas pouvoir faire quelque chose. Donc, pas de stress. Hein. Le premier jour, donc, ce jour-là, ce matin, je suis allée faire quelque chose ailleurs, dans une autre partie de l'immeuble. Et pendant ce temps-là, Laila et son père sont rentrés dans la pièce de musicothérapie. Mais j'avais déjà arrangé la salle. Parce que je me suis dit, ça y est, une fille très agressive, bon, je vais tout ranger, je vais ranger tout ce qui pourrait être utilisé comme un outil pour m'agresser. Pas d'instruments, les armoires fermées, le piano fermé. Donc, j'essaye de minimiser les dangers dans la salle. Et ensuite, je vais ailleurs. Le père est là, et là, rentre dans la salle. Et la porte est fermée. Et il y a un lien vidéo dans une autre pièce. Et je dis aux gens qui regardent le lien vidéo, je dis, qu'est-ce qui se passe dans la salle? Ils me disent, Laila est assise. Non, Laila essaye de faire asseoir son père. Alors je me dis, mais ça c'est un bon signe, c'est qu'elle veut être dans cette pièce. Alors je dis à travers la porte, je dis à papa, si Laila veut que vous vous asseyez, asseyez-vous. Puis ensuite, j'essaye d'ouvrir un petit peu la porte et elle me claque la porte au nez, elle crie. Alors, j'attends un petit peu, je réessaye d'ouvrir la porte et je coince mon pied. J'avais des chaussures solides. Je coince mon pied dans la porte et je reste plus ou moins immobile. J'essaie de voir autour de la porte ce qui se passe et je vois Lala qui se balance comme ça. Alors, je fais pareil et je me mets à chantonner ce genre de choses. Et très peu à peu, je vois qu'elle est un peu moins agitée, elle se balance toujours, elle me laisse rentrer dans la pièce et je commence je danse en face d'elle, j'imite ses mouvements et j'essaye d'avoir un contact en la regardant. Et je tape dans les mains, ça marche, je tape sur les... Et elle semble relativement relaxée. Mais le problème, c'est que tous les instruments étaient rangés. Et dès que j'essayais d'ouvrir une armoire ou d'ouvrir le piano, elle criait et refermait. Elle ne voulait pas que je change quelque chose dans la pièce. Bon, on a fait 20 minutes de danse et de chant dans la pièce, puis après on a arrêté. Mais en fait, l'important, c'était que c'est la première fois qu'elle avait un contact positif avec un adulte sur ce centre. Et le personnel soignant est en train de regarder la vidéo d'une autre pièce. Alors déjà, c'était bien. Alors on décide après cette séance, on décide qu'on va faire autant de séances que possible et que le lendemain, je vais la revoir. Juste maintenant, est-ce qu'on pourrait juste passer à la 8? C'est celle avec le... On va regarder la vidéo dans une seconde, mais c'est juste une petite note pour les personnes en distanciel, parce que d'abord, je voudrais juste dire que j'ai la permission de montrer les vidéos que je montre aujourd'hui, ici. J'ai la permission de les montrer dans cette conférence, mais il ne faut pas enregistrer ou filmer ces extraits ou les montrer ailleurs. Alors, je vous prie de respecter ces consignes. Ensuite, il se peut, pour les personnes en distanciel, que vous aurez des problèmes avec la qualité de la vidéo. Je ne peux pas le garantir parce que vous êtes en train de le regarder d'endroits très différents. Si la qualité est trop mauvaise pour que vous puissiez vraiment regarder, je vous invite à suivre ce lien et voir un autre extrait qui est sur YouTube, qui sera très bon, parce que c'est la qualité garantie. Ça ne sera pas exactement pareil, mais les points que je fais sur Lila seront les mêmes. Et maintenant, on va changer de diapositive. Le lien dont vous avez besoin est sur le chat. Et l'extrait que je vous propose vient d'un film qui est très long, d'1h30. Donc, il faut bien regarder la minute l'extrait qui est marqué là de James et de Karen, parce que c'est celui à quoi ça correspond. D'accord. Alors, passons maintenant. Maintenant, on va regarder la vidéo de Lala, s'il vous plaît. Alors, évidemment, une séance très émouvante, très émouvante pour moi. Et on passe à la diapositive conséquence de cette séance. Alors,
nous décidons avec l'équipe qu'on va faire autant de séances de musicothérapie avec Laila que possible. En général, quand on faisait des séances, c'était une fois par semaine, c'était toujours avec le même thérapeute, mais là, on décide non, on fera autant que possible avec les deux musicothérapeutes, avec quelques personnels ou familles qui soient là. Le plus important, c'est d'en faire le maximum. Et les vidéos sont observées par d'autres membres de l'équipe et toute l'équipe se met à bouger avec Laila. Dans la récréation, dans la salle de jeu, partout, tout le monde se met en contact avec elle de cette façon-là. Et très vite, au bout de même 3 ou 4 jours, son comportement devient moins agressif. Et le plus important, c'est que le centre décide de garder cette famille, décide qu'ils vont pouvoir la traiter, alors que vraiment, ils étaient sur le point de dire « Ah non, on n'est pas le bon endroit pour traiter cette famille, on ne peut pas ». Donc ça, c'était le plus important. Bon, j'ai d'autres vidéos de la suite, ça s'est bien passé. Elle a développé des mots, des paroles, des chants, elle était très calme et on a pu la réinsérer dans une école spéciale. On l'a fait à partir du centre. Bon, maintenant je passe au cas suivant. Ah non, maintenant je pense à la créativité, c'est pour ça que je suis là. Donc, d'accord. La première chose, c'est une créativité personnelle, c'est l'idée qu'il faut tout à coup, je m'adapte à des circonstances inattendues. Donc, c'est le hasard dont parlait le professeur Dubart ce matin, le hasard qui a fait qu'on a été obligé de penser, réfléchir très vite et de créer quelque chose de nouveau. Corporellement, c'est tout à fait évident, c'était mon premier moyen de communication avec Laila. Il s'agit de rentrer dans le même mouvement qu'elle et de créer une danse interactive. Et ensuite, de répondre aux suggestions de mouvement, non seulement de Laila, mais aussi de sa mère, pour incorporer ces mouvements dans la séance. Musicalement, je crée des sons vocaux. J'utilise les sons vocaux de Lila pour créer un chant interactif que j'accompagne soit par la voix, soit par le piano. Donc, en bref, voilà, c'est les aspects vraiment créatifs de mon travail avec Léla. On continue avec Nick. Alors, Nick, c'est un petit garçon de 7 ans. C'était un enfant qu'on appelait complexe. Il avait un diagnostic mélangé, des aspects de Gilles de la Tourette, aspects d'autisme, problèmes d'attachement. Il est généralement peu spontané et très retiré sur lui-même. Bon, maintenant, on va regarder Nick. Il y a 2 extraits qu'on va regarder. Et après, vous allez voir, au cours de ces séances, il devient de plus en plus spontané et plus libre dans sa communication avec nous. Maintenant, on va passer à la nécomusicothérapie. La prochaine, je crois que c'est celle d'après. Voilà. Donc, vous avez vu, il était assez rigide au début quand il était aux xylophones. Il est devenu beaucoup plus libre à mesure que la séance s'est développée. Et il dialogue librement avec moi et s'exprime par des vocalisations créatives. Alors, en fait, une grande partie du travail avec Nick, ça a été de travailler avec sa maman et avec la permission de Nick de regarder, de visionner les extraits vidéo et d'essayer de parler à la maman de ce qui se passait, pouvoir essayer de reconstituer l'image qu'elle avait de son fils. En fait, elle a été émue de voir Nick si engagé et en jouant et elle a commencé à pouvoir voir qu'il avait des forces créatives, qu'il arrivait à faire de la musique et que peut-être c'était pas seulement elle pouvait s'attarder sur d'autres aspects de son fils que tous ces problèmes de diagnostic. Et elle a même pensé qu'elle pourrait jouer avec lui en sortant des casseroles à la maison. Et aussi, une chose importante, c'est qu'en voyant cette DVD, j'ai convaincu l'équipe soignante qu'il n'avait pas un diagnostic d'autisme parce qu'il était tellement interactif quand il était dans le non-verbal. OK, je voudrais juste rappeler aux personnes en distanciel que
maintenant, si vous avez des problèmes avec le visionnement de vidéos que vous voyez là, vous pouvez regarder les extraits d'Emilio qui sont sur le chat, aussi dans le même film dont j'ai parlé tout à l'heure. OK, alors la créativité avec Nick, regardons. Alors, j'utilise créativité personnelle d'abord. J'utilise une structure de séance familière, c'est-à-dire une structure où nous choisissons à tour de rôle ce que nous allons faire dans la séance. Mais en même temps, je m'adapte aux besoins de Nick en captant son humeur et l'impression qu'il a sur moi. J'observe corporellement, j'observe les mouvements et je réponds par des gestes dans le même style pour maintenir notre dialogue. Et parfois, nos mouvements et notre interaction est ludique et nous nous taquinons les uns les autres. Musicalement, on peut voir que nos rythmes et nos sons vocaux se répondent. Il y a beaucoup d'imitations, de jeux imités, mais ce sont des dialogues qui se développent, un peu dans le style des babillements dont parle Daniel Stern quand il parle des interactions entre les mamans et les bébés. OK, dernier cas, on passe à Elliot. Elliot est un garçon de 11 ans qui est admis au centre psychiatrique parce qu'il entendait des voix. Il avait un diagnostic de PNES, c'est-à-dire des crises épileptiques sans changement électrique dans le cerveau. Vous pouvez regarder sur l'Internet, c'est une condition pas tellement connue, mais qui commence à être plus reconnue maintenant. Et il avait un diagnostic d'autisme, mais un Asperger, un garçon très intelligent. Il est le fils d'un musicien professionnel et il avait pris des cours de piano avant de venir au centre pendant plusieurs années. Et il est doué, vous allez le voir, mais il avait vraiment perdu l'envie de jouer. Il avait perdu la motivation, il était un peu déprimé, troublé par les choses qui se passaient pour lui. Et avant tout, je me rappelle, la première fois que j'ai vu dans un groupe, il a joué un morceau qu'il avait appris par cœur, très impressionnant, avec beaucoup de glissando, et tous les enfants étaient complètement la bouche ouverte. Mais c'était un truc super préparé, il savait exactement l'effet qu'il allait avoir. Et en fait, il m'a dit, ah, moi, je ne fais pas d'improvisation. Hein. Ah non, moi, je ne fais pas d'improvisation. Je dis, ok, ça va, on n'est pas obligé d'improviser. Mais vous allez voir qu'au bout de, j'ai vu pendant 8 séances, et là, je crois que c'est à peu près la 3e ou la 4e. Vous allez voir des extraits de la 3e ou 4e séance. Ça n'a pas duré longtemps avant que j'ai pu, on n'a pas appelé ça de l'improvisation. J'ai dit, on va se mettre au piano. Mais très vite, c'est évident que vous allez voir. Donc, je vous montre quelques extraits et après, on finira par réfléchir sur ces aspects créatifs. OK. On va voir Elliot. Alors, en fait, pendant ces séances que j'avais avec lui, le but, c'était de réengager Elliot dans un jeu musical et avant tout, de lui donner la motivation de jouer pour lui aussi. Et on a aussi travaillé sur le développement parce qu'il jouait bien par l'oreille, d'accompagnement au piano pendant qu'il chantait. Je n'ai pas pu tout montrer, mais ça aussi, on l'a fait ensemble et j'ai essayé de lui donner confiance de faire les deux en même temps pour que justement, il ait accès à ce moyen musical pour pouvoir s'exprimer et pouvoir avoir un moyen d'expression et une façon d'exprimer sa créativité. Il fallait aussi surmonter cette idée qu'il avait qu'il ne pouvait pas improviser, puisque ce n'est évidemment pas le cas, et lui donner confiance dans le fait qu'il pouvait le faire. Et aussi augmenter, avant tout, c'était important d'augmenter sa confiance en soi et son estime de soi. C'était ça, les deux choses importantes aussi. Donc, quand je pense à la créativité dans cette séance avec Elliot, d'abord, je ne parle pas tellement du premier truc personnel parce que, non, je ne pense pas tellement au corporel, alors que quand je viens de voir cette expression avec le kazoo, évidemment, il y avait beaucoup de gestes corporels aussi, donc j'aurais pu les incorporer.
Mais par mon engagement, enfin, une partie du travail, c'est je m'engage moi-même à être créatif et à être enthousiaste et à avoir plaisir dans mon jeu. Je crois que ça, c'est important pour lui parce qu'il me voit engagé et donc ça lui donne envie aussi de jouer. Et je fais un mélange de styles. Donc, le dernier, c'était atonal et on a cherché à partir d'une structure régulière. Et pour lui, je pense que c'est important d'avoir une variété de styles. Musicalement, j'écoute, je réponds, j'essaye de mettre en valeur toutes les suggestions musicales d'Eliott et j'apprécie nos échanges créatifs. Je prends soin de les maintenir, parfois en imitant les idées présentées et parfois en suggérant de nouvelles directions. Ma dernière diapositive. Alors, juste quelques idées sur ce que doit faire le musicothérapeute pour rester créatif. Alors, j'ai fait une liste là. Écouter, ressentir, capter les émotions, parfois réagir vite à de nouvelles circonstances, rester ouvert, être prêt à prendre l'initiative et peut-être des risques, on en a parlé ce matin aussi. Maintenant, maintenir sa pratique et sa passion musicale personnelle, rester en contact avec sa propre créativité et évidemment avoir une supervision clinique. Et je voudrais juste rajouter que dans la pyramide de créativité qui nous a été présentée ce matin, je crois qu'il n'y a aucun doute que la profession de musicothérapeute est une profession créative. Merci beaucoup, Amélia. Ces choses très, très belles, très créatives. Il nous reste 10 minutes pour quelques questions. Julie? Oui, bonjour. Pour vous, où se situe la créativité dans les transferts avec les patients? Je crois que c'est dans l'écoute et la façon de répondre. Parce que je crois que dans toute improvisation musicale, il y a une balance entre prendre le matériel qui est présenté et présenter son propre matériel. Et la façon dont on gère cette balance, en fait, c'est un processus créatif. Et si ça devient trop fixe, par exemple, si quelqu'un joue, on joue, on joue, on joue, ça arrête d'être créatif. Donc, c'est dans la balance de ces deux, je crois, qu'il faut maintenir la créativité. Et c'est ce transfert entre les deux. Je crois que j'ai répondu à peu près. Oui. Oui. Charlotte? Merci beaucoup. J'ai été très impressionnée par la qualité des interactions entre Nick et vous-même. Et la question que je me posais à ce sujet, est-ce que ces interactions sont advenues au bout de plusieurs séances ou au sein de la même séance, puisque vous nous le présentiez comme un enfant très en retrait et peu spontané. Et en fait, moi, j'ai observé en voyant ce petit garçon tout l'inverse. Du coup, je me demandais quelle a été la temporalité pour arriver à ça. Je crois que c'est à peu près, je crois que je l'ai vu à peu près 12 fois, ce garçon. Le travail en général au centre psychiatrique est assez à court terme. Et je crois que ça doit être à peu près la séance 4, quelque chose comme ça. Et les deux extraits sont dans la même séance. Alors, le truc, c'est que c'est tout au début simplement qu'on le voit un peu figé quand il est aux xylophones. Après, relativement vite, il sort de lui-même et il devient plus. Mais quand on le voit dans d'autres milieux, dans le centre, il peut des fois être très figé. Et mais il peut, ensuite, on peut le sortir de ça. Mais oui, donc, oui. Donc ça peut aller relativement vite dans une séance. Mais il a fait des progrès. Il est devenu moins en retrait au fur et à mesure. Je crois que j'ai répondu. Oui, moi par rapport au premier extrait avec la jeune fille qui est d'origine d'Inde, c'est bien ça, non? Oui, oui. Alors même si le rythme est universel et vous avez
j'ai vu plein de créativité dans les interactions avec cette jeune fille. Mais voilà, moi, dans ma pratique, j'aurais pensé, alors après, est-ce que vous y avez pensé ou pas, ou comment ça pourrait rentrer en jeu, la créativité aussi de préparer une séance et par rapport à une jeune fille comme ça, par rapport à l'aspect culturel. Moi, je travaille avec quand même des personnes multiculturelles sur Genève. Et c'est vrai que autant le rythme étant universel, en effet, si je fais un rythme de balancement sur une croche, une double, c'est universel, c'est vrai. Mais l'aspect culturel, des fois, ouvre aussi beaucoup de portes. Est-ce que voilà, vous y avez pensé ou est-ce que qu'est-ce que ça aurait pu apporter du coup, parce qu'on voit la temporalité n'est pas la même aussi en fonction de la culture, les rythmes. Moi, je pense au raga en Inde. Nous, on écoute des musiques de 3 minutes 50, en gros, c'est culturel, et eux, là-bas, c'est 20 minutes, une demi-heure. Et donc, la temporalité n'est pas la même du tout. Et j'imagine que ça doit avoir un impact aussi sur la créativité et le temps qu'on a à développer ou pas un langage musical. Bon, alors, deux parties pour répondre à la question. La première chose, c'est Laila. Bon, Laila, elle était dans un état de crise quand je l'ai vue. Et c'est-à-dire, il fallait essayer de faire en sorte qu'elle ne me tape pas dessus. C'était aussi simple que ça. Est-ce qu'elle va m'agresser? Est-ce que je vais pouvoir passer du temps dans cette salle sans qu'elle m'agresse? Est-ce que je vais pouvoir l'engager d'une façon ou d'une autre? Donc, tous les trucs que j'ai fait, en fait, c'était basé sur ce qu'elle présentait. Alors, le balancement qu'elle avait, je sais que c'est universel, mais c'était elle qui me l'a présenté dès la première séance. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce balancement. Ensuite, le matériel musical, le chantonnement, c'est encore une fois, c'est elle qui faisait, c'était elle qui le faisait, donc j'ai pris ça et j'ai essayé d'en faire quelque chose. Après, c'est la maman qui a commencé à faire des sons, donc j'ai essayé de prendre ces sons et de les développer, et après, c'est la maman qui me propose des chants enfantins que je connais, qui sont pas indiens, qui sont, enfin, je veux dire, anglais ou d'ailleurs européens. Donc, dans le cas de Laila, j'ai utilisé le matériel qui était devant moi, qui était présenté, plutôt que penser à des aspects culturels. Aussi, il faut voir que c'est une fille qui a vécu au Canada. Ses parents sont indiens, mais elle n'a pas tellement été imbibée dans la culture indienne. Bon, ça de côté. Bien sûr, les aspects culturels sont super importants. Et je crois qu'il faut toujours avoir une réflexion là-dessus quand on est... Mais je crois qu'on peut simplement s'inspirer de ce qui est donné. C'est-à-dire, si je travaille avec quelqu'un de non-verbal qui sort d'une famille, je ne sais pas moi, d'une culture très différente de la mienne, je fais au maximum pour m'informer, pour essayer de savoir si je peux trouver des choses qui vont que je peux utiliser, qui auront une signification pour cette personne. Mais en même temps, je connais pas les ragas indiens, je ne sais pas jouer dans un style. Je peux faire que de mon mieux. Je peux me rapprocher de ce qui est là et de faire en sorte que je fais de mon mieux, mais en même temps, je peux pas faire plus que ça, quoi. Je veux dire, je pense qu'il faut essayer de faire de son mieux, donc de tenir en compte les aspects culturels et d'écouter les gens autour de la personne à qui on travaille et la personne elle-même, si elle peut s'exprimer. Et donc, il faut se renseigner musicalement et information générale, mais on ne peut pas faire plus. Je veux dire, on est limité par ce qu'on sait faire. Je ne sais pas si ça répond. Oui, c'est-à-dire oui. Ah oui, je vois ce que je veux dire. Oui, en fait, j'avais toujours, quand je travaille avec un enfant et un parent dans la salle, je dois tenir compte des besoins du parent, autant que les besoins de l'enfant. Pour la mère, c'est la première fois qu'il se passait vraiment quelque chose de très positif avec sa fille dans ce centre. Et donc, elle ne voulait pas que ça s'arrête, puisque tout à fait normalement, ça se passait très bien. Et donc, elle ne voulait pas que ça s'arrête. Et il fallait que je fasse autant attention à la mère et aux besoins de la mère que je pouvais. Donc, oui, il faut... Ouais. On va terminer avec une dernière question qui est arrivée
sur Internet. Pourriez-vous nous en dire plus sur l'approche familiale systémique? C'est Justine Daillet qui demande ça. Est-ce un élément assumé dans ce centre psychiatrique? D'ailleurs, est-ce un lieu de vie ou d'hospitalisation? Alors, dans le centre psychiatrique où j'ai vu ces 3 enfants, il y avait 2 thérapeutes de famille qui utilisaient la musique-thérapie de famille systémique. Moi, je n'ai pas cette formation-là, mais j'étais influencée par l'équipe et par les opinions des thérapeutes de famille. Et toutes les semaines, on a une réunion où tout le personnel se met en contact les uns les autres et on parle des cas de chaque famille. Et donc, j'ai été influencée par je suis influencée par les avis des thérapeutes de famille et on travaille ensemble. Donc, je travaille dans cette optique sans être formée vraiment dans je sais pas, une formation de thérapeute familial systémique. Mais j'ai été influencée par mes collègues qui avaient cette formation. On va s'arrêter là pour merci beaucoup Amélia. On va accueillir Alain Rakonowski.